Et en cette période de rentrée, ah bon, c'est la rentrée, on parle beaucoup de troubles de l'attention, qui ne concernent pas seulement les enfants. Mais sans forcément aller jusqu'au trouble, la perte d'attention est le mal du siècle. Réseaux sociaux, YouTube, mail, smartphone, tablette, montres connectées, tout est prétexte à la distraction, nous détournant de nos activités, de nos pensées, de nos relations. À coups de chiffres glaçants dans lesquels on pourra tous se retrouver, mais surtout de conseils, de solutions, Anne de Pomereux nous propose de partir, et c'est le titre de son livre, à la reconquête de l'attention. Elle est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Anne de Pomereux, vous étudiez, vous enseignez l'utilisation des facultés cognitives, vous êtes consultante et formatrice en entreprise. Et dans votre livre, il y a au départ et puis tout au long des chapitres pas mal de chiffres qui donnent le tournis. Vous expliquez que prendre conscience de ces chiffres est un premier pas vers le remède. Alors pour en donner juste un et pour poser les bases, on passe en moyenne mondiale 6h42 par jour sur Internet, dont plus de 3 heures sur un téléphone. Quel est le chiffre ou la mesure qui vous a le plus impressionné au moment de votre étude? Ils sont tous un peu impressionnants, oui. Mais en fait, dans l'usage d'un téléphone, on peut passer 9 heures par jour. Si c'est pour écouter de la musique, par exemple, c'est pas la même chose que d'aller sur des réseaux sociaux. Donc, il faut faire un petit peu attention après à la ventilation des applications sur lesquelles on va. Ce qui, pour moi, est le plus problématique, c'est la surconsommation, en tout cas chez les adolescents, donc ceux qui ont besoin d'avoir une attention soutenue pour pouvoir développer un raisonnement, une pensée et engranger une connaissance. Et là, les réseaux sociaux, en fait, sont des avaleurs d'attention, des détourneurs d'attention. On parle d'ailleurs aujourd'hui d'économie de l'attention. Oui, en fait, ouais. il faut partir de là, en fait. Parce que si on comprend ce qui se passe d'un point de vue un petit peu macro, on arrivera mieux à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos cerveaux. Ce qui se passe, c'est que l'économie, en fait, a basculé de l'économie de la production à l'économie de l'attention. Je m'explique. Dans l'économie, ce qui vaut cher, c'est ce qui est rare. Or, aujourd'hui, ce qui est rare, c'est pas tellement l'offre de produits, elle est infinie, elle est presque gratuite. Quand vous regardez, par exemple, les propositions de contenu, que ce soit de musique ou de séries sur Netflix ou je sais pas quoi, en fait, on a tellement de choix que c'est très compliqué même de pouvoir sélectionner quelque chose. Et c'est presque gratuit, pas tout à fait, mais enfin, c'est pas tellement cher. Par contre, ce qui est devenu rare, c'est le temps de cerveau disponible pour pouvoir aller vers ces activités. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, les plateformes et les fabricants de contenu se battent entre elles, c'est une espèce de guerre de l'attention pour grappiller du temps de cerveau, enfin du temps et de l'attention chez nous, les utilisateurs. Voilà, c'est ça, ce fameux temps de cerveau disponible, et vous en parlez dans votre livre dont parlait Patrick Lelay, hein, le patron de TF1, oui. Du temps où la télé restait le premier média que l'on pouvait consommer. Il disait vendre du temps de cerveau disponible à de grandes marques, Coca-Cola en l'occurrence. Ça veut dire que notre temps de cerveau est moins disponible qu'avant à la publicité? Il est sollicité en permanence, en fait. Et après, il faut comprendre le fonctionnement de l'attention. L'attention, en fait, c'est une capacité cognitive sans laquelle on ne peut rien apprendre et on ne peut rien penser. Donc, c'est la porte d'entrée. Or, l'attention, elle fonctionne comme, je dirais, un petit singe ou un petit renard. Elle va toujours être, parce que c'est sa loi à elle, attirée par la nouveauté, le plaisir immédiat, la curiosité, les émotions fortes. Que nous servent à longueur de journée les réseaux sociaux. L'émotion forte, la curiosité, le plaisir immédiat. Et donc c'est irrésistible en fait. Et une fois qu'on a compris ce fonctionnement-là, alors après, on peut essayer de voir comment mettre en place des remédiations. Il y a la philosophe par exemple Simone Weil, que j'aime beaucoup, qui est un peu le fil rouge de ma pensée, qui disait en 42, donc c'est pas d'hier, hein, que l'éducation parfaite, ce serait une éducation qui améliorerait les capacités d'attention. Elle le disait déjà avant même la télévision. Voyez, donc c'est pas nouveau. Et elle disait aussi que, en fait, notre esprit répugne à l'effort d'attention beaucoup plus que notre corps répugne à l'effort physique.
Donc, vous voyez, c'est ça la difficulté. Donc, après, comment on fait? Une fois qu'on a, on a dit tout ça, c'est vrai que le constat est un petit peu difficile, mais il y a des solutions. Voilà. Oui, il y a un petit côté un peu désespérant, hein, mais il y a des solutions, effectivement, on va en parler. Voilà, oui. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que voilà, dans les pays industrialisés, les 13-18 ans aujourd'hui passent 7 heures par jour devant un écran, smartphone, télé, ordinateur, etc., tablette. Ça paraît énorme, mais il y a une trentaine d'années, que ce soit en France ou en Belgique, la consommation de télévision était un peu moins de 4 heures par jour. C'était colossal aussi, et là on est sur une consommation voilà, d'un média qui diffuse un contenu de façon linéaire, etc. Mais dans les 7 heures de consommation d'écran des ados ou des jeunes aujourd'hui, il y a aussi probablement du temps d'études, de travail, de lecture sur écran. C'est peut-être pas si nuisible que ça. J'essaie de me rassurer, hein. Oui. Non, mais de toute façon, on va pas revenir en arrière. Il faut apprendre à vivre avec ces outils qui sont absolument géniaux. Je suis la première à l'utiliser tout le temps. Donc, c'était pas forcément mieux avant. C'est pas forcément ça le message. Non, mais non, c'est pas du tout le message. Le message, c'est que pour construire une pensée et construire un être humain, il faut dépenser du temps d'attention soutenue. Et ça, c'est indispensable. Or, ce temps d'attention soutenue ne peut se faire que dans un environnement qui est sans écran. Voilà. Alors maintenant, bien sûr qu'on peut apprendre avec des vidéos, etc. Mais il y a quand même, à un moment donné, il faut aussi être capable de résister à l'appel des distractions, parce que quand même, si vous regardez les chiffres un petit peu en détail, mais malheureusement c'est ça qui est la vérité, la plupart du temps que l'on passe sur nos écrans, c'est du temps de distraction. Alors oui, on peut se rassurer, non, oui, on étudie aussi, d'accord, c'est vrai, mais c'est pas ce qui est majoritairement utilisé, donc... Parce que c'est vrai que pour rebondir sur ce que l'avocat du diable, maître Xavier Van Bugenhout, a dit, le jeu vidéo qui est en passe de devenir la première industrie du divertissement aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il crée d'autres capacités d'attention, de concentration, finalement d'autres qualités cognitives pour les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Alors là, on parle de l'attention réactive. Donc il faut bien comprendre aussi, l'attention, c'est un peu Janus à deux visages. Vous avez l'attention soutenue qui sert à penser, et l'attention réactive qui est utilisée, et très très bien utilisée d'ailleurs, quand il faut réagir à un stimuli qui vient de l'extérieur. Le jeu vidéo est l'exemple parfait. Donc on a de meilleurs réflexes, mais on ne réfléchit pas forcément mieux. Ben, c'est pas de la connaissance approfondie en fait. Mais moi j'ai rien contre les jeux vidéo. Je trouve ça finalement, au moins on est actif dans un jeu vidéo et c'est rigolo. Et puis il y a une interaction sociale entre les jeunes. Donc j'ai pas de problème du tout avec rien d'ailleurs. Mais simplement je dis, pour construire un être humain, il faut qu'il soit capable de penser, de raisonner, de déduire, d'induire. Et ça, malheureusement, c'est de l'attention soutenue. Et donc, en fait, plus on dépense de temps à développer cette attention réactive dans les jeux vidéo, etc., plus on va être difficilement, plus ça va être compliqué de maintenir une attention soutenue où l'environnement est très pauvre. Parce que quand on est face à une page blanche et qu'il faut rédiger une rédaction ou un article, etc., c'est pas parce qu'on a développé une attention réactive que ça va être plus facile. Au contraire. Donc c'est ça le problème, en fait. Voyez. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que la perte d'attention a des conséquences immédiates sur l'apprentissage, la concentration, etc. Mais alors, là, vous expliquez aussi que l'attention, c'est une pépite. C'est le thème d'un de vos chapitres. Alors c'est intéressant parce que vous dites que le bonheur ne consiste pas à accumuler des biens ou à se prélasser sans fin dans une vie oisive, mais à mener nos activités de manière attentive, comme les petits-enfants quand ils jouent. Donc quelque part, l'attention et reconquérir l'attention, ce serait une clé du bonheur. Absolument, et ça, il faut le marteler, en fait. Il n'y a rien qui rend plus heureux, alors c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a eu des études qui ont été déployées là-dessus, notamment je crois qu'il est hongrois, un nom imprononçable, Michael Csikszentmihalyi, qui a parlé de la notion... De prononcer correctement, oui, je suis pas sûre d'y arriver, mais enfin, il a développé le concept du flow. Le flow, c'est cette sensation de plénitude que l'on ressent quand on mène une activité qui demande un certain niveau de concentration et qui a un certain niveau de difficulté. Et quand on arrive à bien mener ce genre d'activité, on ressent un bonheur qu'aucune autre chose dans le monde peut nous procurer. Sauf peut-être de l'amour. Mais l'amour, c'est une forme d'attention. Si on réfléchit bien, c'est une relation et c'est une forme d'attention à l'autre.
Donc voilà. Alors vous voyez très bien quand vous voyez par exemple un pianiste qui est en train de jouer, en fait, l'apprentissage est extrêmement long, extrêmement fastidieux avec beaucoup de répétitions. Mais une fois qu'il a acquis en fait cette capacité, le pianiste, le monde extérieur disparaît quand il joue. L'attention, c'est le secret des grands artistes. Hein. D'ailleurs, vous donnez l'exemple de l'écrivain Stefan Zweig, qui l'explique dans un de ses livres. Il s'est rendu à l'atelier d'Auguste Rodin, qui avait justement une énorme capacité de concentration au point de complètement oublier son visiteur. C'est très drôle cette scène parce qu'il emmène il était tout jeune à l'époque, c'est vrai qu'il visite Rodin, il va dans son atelier. Et Rodin lui montre ses dernières statues, puis il en dévoile une, et puis il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc il prend ses instruments et commence à travailler sur le buste, et puis ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et puis au bout de 25 minutes, il a complètement oublié que le jeune Zweig était là, fasciné par cette absorption dans son activité du grand sculpteur. Il le raconte, ça c'est génial comme passage. Et pour arriver à cette plénitude de la concentration, il faut résister à tous les shoots de dopamine, de plaisir immédiat. Et vous décrivez bien ça c'est vraiment le principe des réseaux sociaux avec le nombre de likes, de messages, qui crée tout un circuit de récompense. À se demander finalement si nous ne sommes pas des toxicomanes aujourd'hui. Il y a un peu de ça, j'aime pas le terme, mais c'est un peu ça en fait. C'est très difficile de résister. En fait, si on peut prendre l'analogie de la nourriture, il y a d'un côté, on est sans arrêt en train de vous offrir des bonbons. On aime bien les bonbons, le chocolat, tout ça, mais si on en mange trop, après on digère mal, on a mal au ventre, on n'est pas bien. On n'est pas bien, ça crée un mal-être, ça crée une mauvaise estime de soi. C'est ça que ça induit à l'autre bout de la chaîne. D'un autre côté, si on mange des légumes, des fruits, etc., des épinards, tout ça, au début, c'est pas friolant, on n'a pas envie forcément. Mais une fois qu'on s'habitue, on trouve ça excellent. On peut faire les deux, c'est vraiment... Oui. Il faut les deux, bien sûr. Il faut les deux, mais il faut ça. Et une fois qu'on s'est habitué à de la bonne nourriture, finalement, on va délaisser les bonbons. C'est ça, la solution. Mais donc là, ce que vous pointez aussi, c'est la dérive des écrans, c'est plutôt l'addiction avec le mécanisme de récompense qui entre en jeu. Et donc, mais c'est pas quelque chose qui est propre aux écrans. Ce que vous venez d'expliquer, c'est aussi notre rapport à la nourriture, à la drogue, au sexe. Vous savez, on est des êtres compliqués, et notre psychologie, on veut faire des choses, et puis finalement, on se retrouve à faire exactement le contraire de ce qu'on avait décidé. Donc, la volonté est très utile, mais elle ne suffit pas à résister. Et ça, je l'explique dans la remédiation. La première chose à faire, c'est éloigner la tentation. Mais l'éloigner vraiment. C'est-à-dire que le portable, si on le laisse sous nos yeux avec mode avion, c'est réversible. Donc, on n'arrivera pas à résister. Donc, il faut le mettre loin, loin, enfermé à clé et avec quelque chose d'irréversible. À ce moment-là, l'attention, se rendant compte que pas possible d'y toucher, elle sera plus OK pour aller vers l'activité qui demande de l'attention soutenue. Voilà, parce qu'il y a quand même des solutions. Il y a quand même des solutions, parce que là, on est en train de poser les constats, c'est vrai, qui nous font froid dans le dos parfois, parce qu'évidemment, on s'y retrouve totalement. Mais il y a des solutions et tout n'est pas perdu pour nous. Mais le succès dépendra, la voie du succès aujourd'hui sera celle-là, celle de parvenir à se concentrer malgré toutes ces sollicitations autour de nous. Je crois que ceux qui vont réussir mieux, ce sont ceux qui parviennent à stabiliser leur attention sur des tâches, pas forcément... où il y aura une gratification après une série de frustrations de ne pas y arriver tout de suite. Ce qui est la vie, en fait, ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Il y a beaucoup de vie dans votre livre, à la reconquête de l'attention, peut-être à la conquête aussi de l'attention. Anne de Pomereux, à découvrir, c'est absolument passionnant. C'est aux éditions J.C. Lattès. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci à vous. À bientôt.